Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Cécile Duflot, vous le savez, n'est donc officiellement ni pour ni contre le traité européen. C'est ce qu'elle a tenté d'expliquer hier soir sur France 2. Tout cela après un week-end qui a vu tanguer la majorité. L'occasion de revenir sur une polémique politique assez stupéfiante en temps de crise et surtout de détailler ce fameux traité européen dont tout le monde parle. Nous avons donc intitulé cette émission « Le gouvernement maltraité par le traité » et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct comme chaque soir. Dominique Régnier est politologue, professeur à Sciences Po. Vous dirigez la Fondation pour l'innovation politique et je rappelle l'ouvrage collectif L'opinion européenne 2012 que vous dirigez aux éditions Ligne de repère. Nathalie Sincré est-elle journaliste, chef du service politique de France 2. C'est sur votre chaîne que Cécile Duflot a tenté de s'expliquer hier soir en attendant la leçon de choses de Jean-Marc Ayrault jeudi à 20h50. Jean-Dominique Giuliani est lui consultant. Il préside la Fondation Robert Schuman. Votre dernier livre est un atlas permanent de l'Union européenne, lui aussi paru aux éditions Ligne de repère. Enfin, Jacques Généreux est économiste. Vous aussi enseignez à Sciences Po. Vous êtes par ailleurs secrétaire national à l'économie du parti de gauche et opposé au traité budgétaire européen. Votre livre « Nous, on peut. Pourquoi et comment un pays peut toujours faire ce qu'il veut » vient d'être réédité en poche aux éditions du Seuil. C'est peut-être à vous d'ailleurs que je vais poser la première question. Est-ce qu'on est reparti comme en 2005 ? Ah bien, il y a un élément commun, malheureusement, indépendamment du contenu, parce que là, ce sont quand même deux traités différents. Il y a un élément commun qui est le déni de démocratie qui se prépare. Puisqu'en 2005, les Français ont été consultés par référendum, ils ont dit non. Et malheureusement, les élites politiques de ce pays se sont assis sur ce suffrage populaire. Nicolas Sarkozy s'est arrangé pour nous refourguer le même traité par la voie parlementaire, malheureusement d'ailleurs avec la collaboration d'un certain nombre d'élus socialistes et écologistes, pas tous, heureusement, beaucoup ont sauvé l'honneur. Et donc nous nous retrouvons dans une situation analogue de ce point de vue-là, parce que quand on voit, et on va bien le voir ici, la nature du débat qui est en jeu sur notre conception du projet européen notamment, face à l'ampleur de ce débat, il serait légitime de consulter le peuple français, d'autant que François Hollande, nouveau président de la République, s'était engagé dans la campagne à demander la renégociation de ce traité. Or, il n'y a eu aucune renégociation. Il y a eu l'adjonction d'un pacte de croissance dont on parlera peut-être, mais qui est assez ridicule. Mais il n'y a eu, à la virgule près, il n'y a pas eu de renégociation du traité qui avait été signé par Nicolas Sarkozy. Parce qu'on sent je vous interromps, on sent qu'il y a quand même une espèce je ne sais pas comment le caractériser, mais aussi une demande et une curiosité des Français en disant, mais d'une certaine façon, est-ce qu'on peut dire non? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on est encore en capacité de remettre en cause l'échiquier, de déplacer les choses? Ça fait quasiment le titre de votre livre. Donc, voilà, vous avez raison, il y a à nouveau, c'est un autre point commun. Il y a un sondage assez partagé qui a été publié par l'Humanité hier, en gros, où 50% des Français disent, pour aller très vite, qu'ils souhaiteraient pouvoir voter, en tout cas s'exprimer dans un référendum. Mais voilà, on discute du sexe des anges, où il y a matière à remettre les choses à plat. Oui, vous avez raison de le souligner parce que c'est l'autre point commun. De même que dans la campagne de 2005, on voyait bien qu'il y avait une espèce de rouleau compresseur à droite comme à gauche, une espèce de pensée unique dominante qui argumentait pas tellement en faveur du traité d'ailleurs, point par point, mais qui était sur l'idée, mais de toute façon on ne peut pas faire autrement. Si on fait pas ça, c'est la fin de l'Europe, etc. Et on voit que là encore, on est en train de dire, mais dans la crise dans laquelle nous nous trouvons, face au gabegie des finances publiques, il n'y a pas d'autre solution que de s'imposer notamment cette fameuse règle d'or, etc. On est encore sur le registre, il n'y a pas d'autre politique possible. Ce qui évidemment est une ânerie. Et en plus, alors, je dirais, non seulement une ânerie économique, on en parlera, mais encore une fois, un déni de démocratie. Une ânerie promue par la grande majorité de tous les gouvernements européens. Oui, absolument, une ânerie promue parce qu'il se trouve qu'il y a convergence idéologique. Aujourd'hui sur les politiques de rigueur qui nous enfoncent dans la crise d'ailleurs depuis 3-4 ans et donc on est à nouveau devant cette espèce de discours sur tous ceux qui et on va voir le même genre d'arguments, on nous les a déjà opposés, que finalement ceux qui s'opposent à ça c'est les anti-européens, etc. Ce qui est évidemment argument totalement faux puisqu'il est évident que des gens comme moi ont toujours été pro-européens. Moi j'avais dit oui à Maastricht à une époque où je croyais véritablement à cette avancée vers l'union monétaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore par exemple le parti de gauche est un parti pro-européen, que nous sommes absolument contre la sortie de l'euro, contre l'éclatement de la zone euro. Nous voulons sauver ce projet européen. Et donc, il y a aujourd'hui des gens qui ont des vrais arguments pour dire que ce traité, si on le ratifie, est une catastrophe, déjà, pour l'Europe, pas seulement pour la France. Est-ce qu'il y a de la place pour un minimum de suspense, Jean-Dominique Giuliani ?
Oui, on peut toujours dire non. On l'a fait dans le passé. Sauf qu'on n'est pas Je crois que ça n'a rien à voir. Sauf que ça va se passer à l'Assemblée, à vote à main levée, ce qui me paraît d'ailleurs non, tout à je crois fait... que ça n'a rien à voir avec 2005. 2005, il s'agissait d'une Je constitution crois qu'il y a pour pas mal de l'Europe. Français qui se demandent si on se retrouve dans des circonstances qui ont un point de contact. Voilà. Moi, je vous donne mon avis. Oui, oui. Je pense que ça n'a rien à voir. Je prends par exemple le dernier sondage de l'IFOP publié la semaine dernière, qui dit que 64% des Français ne voteraient pas Maastricht aujourd'hui, et qui, dans le même sondage, dit que 65% des Français sont pour garder l'euro. Donc il faut s'interroger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous avons fait l'euro par timidité. Peut-être pas vous d'ailleurs, mais enfin vos amis, qui n'ont pas voulu aller jusqu'au bout de la chose, on a fait un euro un peu bancal, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on veut en sortir. Et comment en sortir? Ce n'est pas qu'une crise européenne, c'est une crise mondiale que nous vivons. Vous êtes d'accord là-dessus? Et donc, une crise mondiale qui dit aux États développés, dont l'Europe est en quelque sorte un des symboles avec les États-Unis, ça fait 35 ans, en tout cas pour la France, que le fonctionnement de vos administrations publiques, c'est le terme du traité, n'est pas financé uniquement par les recettes de l'État, mais par l'endettement. Et donc le traité dit il faut arrêter cela pour retrouver une stabilité, une confiance. Bien sûr, c'est difficile, bien sûr, il y a de la casse, y compris sociale. Seulement, il y a des exemples qui montrent que lorsqu'on arrête l'engrenage de la dépense et de l'endettement pour le fonctionnement quotidien, tout ménage français comprend ça, là, on peut commencer à s'endetter pour l'avenir, pour préparer l'avenir. C'est exactement ce qu'il y a dans le traité, avec la définition de l'article 3. Le déficit structurel doit être proche, c'est un objectif qu'on se fixe, doit être proche de zéro, avec toutes les mesures correctives, provisoires, les exceptions nécessaires. Dominique Régnier, en sachant qu'on va passer, si je puis dire, par là, quand même, le week-end qui a été assez chaud et la polémique politique, pour revenir après sur le fond du traité et les questions que ça soulève. Mais est-ce qu'il y a une carte à jouer pour ceux qui ont envie de dire non? Il y a une remarque à faire sur une formule utilisée par Jacques Généreux sur le déni de démocratie. Je crois qu'on ne peut pas dire ça. On peut souhaiter un référendum, mais on ne peut pas qualifier déni de la démocratie le fait de demander une ratification par les élus du peuple. Ils ont d'ailleurs été élus très récemment, le 17 juin dernier, donc c'est très récent. Ce sont nos élus, c'est à eux que nous nous adressons pour leur confier cette tâche. Un texte qui a déjà été ratifié par le Parlement européen, donc là aussi les élus. C'est la seule assemblée au monde, le Parlement européen, qui se présente devant les électeurs et qui ne soit pas une assemblée nationale. C'est la seule, nous avons là le seul cas de démocratie qui concerne plusieurs nations, et qui soit une démocratie avec un suffrage universel réel. Le fait qu'on ne soit pas très nombreux à aller voter ne peut pas suffire à considérer que cette assemblée n'a pas d'importance. Le Parlement européen a voté. Le Conseil de l'Union européenne, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, a voté ce texte. Ce sont des élus, ils sont tous désignés par le suffrage. Il n'y a pas de dictateurs ou de personnes qui sont là par un coup d'État. Donc ce sont des procédures totalement démocratiques. On peut préférer le référendum, mais c'est une autre procédure. On ne peut pas qualifier de déni de la démocratie le recours à la démocratie parlementaire. Je pense que si nous instillions ça dans l'esprit public, nous prenons, je pense, un risque important sur le futur, qui est de considérer que toute démocratie véritable est une démocratie directe, plébiscitaire, et je crois que personne ici ne pourrait soutenir cela. Donc sachons qualifier de démocratique, heureusement, ce que vont faire les élus du peuple français, qui ont été élus par le peuple français, au suffrage direct, le 17 juin dernier. Et sur le fond, je ne parle pas encore du traité, mais c'est un texte qui demande un échange entre les États membres. Nous pouvons ensemble être solidaires. Il s'agit de solidarité financière, de nous prêter de l'argent lorsque nous sommes en difficulté. La France, en 2011, a prêté 20 milliards d'euros aux pays en difficulté. La France n'a pas cet argent. Nous l'avons emprunté pour le prêter. Ce que la France et l'Allemagne sont les deux pays qui prêtent le plus aux pays en difficulté. Ce que nous nous demandons les uns aux autres, c'est nous allons nous aider mutuellement, mais en contrepartie, soyons d'accord sur les règles qui permettent de faire en sorte que dans quelques années,
nous n'ayons plus à dépenser autant d'argent pour sauver nos finances. Dominique Régnier, vous avez compris, l'idée, je vais paraphraser Coluche, mais qui a chez pas mal de Français en ce moment, c'est de se dire, il faut être solidaire, mais on ne va pas être solidaire de la même façon. Sous-entendu, on va devoir, dans un certain nombre de cas, faire des efforts pour soutenir d'autres qui font en effet partie de la famille, mais qui eux-mêmes n'ont pas fait les efforts nécessaires. Voilà, c'est. Oui, effectivement, vous avez raison. On est tous égaux, mais il y a les gros et les maigres. Non, mais je vous le dis autrement. Une nation européenne a toujours le droit, et là, Jacques Généreux a parfaitement raison. Et je suis persuadé que c'est dans le même esprit européen, c'est pas les mêmes résultats à la fin, mais c'est dans le même esprit européen. Je ne dirais pas que c'est une démarche anti-européenne, mais chaque nation européenne aujourd'hui a le droit et la liberté de ne pas ratifier ce traité, mais ça a des conséquences. Notamment, on ne peut pas ensuite s'adresser aux Européens pour bénéficier de l'aide financière des pays européens parce que nous avons des déficits structurels ou des déficits importants. Il faut être cohérent. Si nous voulons ne pas ratifier un tel traité, il faut être capable de financer seul sa dette. Or, la France aujourd'hui, qui a des taux très favorables, les a, on le sait bien, parce qu'il y a la perspective d'une solidarité financière européenne efficace, sans quoi nous aurions un taux de refinancement qui serait très onéreux. Alors, avant de revenir à vos prises de parole, on va découvrir le premier reportage de cette émission. Vous l'avez compris, en dépit des communiqués rassurants de Matignon et des étranges explications de Cécile Duflot, ça tangue dans la majorité. Tout commence avec le vote d'Europe Écologie Les Verts appelant à rejeter le fameux traité européen. Les deux ministres verts sont évidemment en porte-à-faux et comme d'habitude, c'est Daniel Cohn-Bendit qui résume le mieux la situation. Comment peut-on voter un budget initié par le traité européen que par ailleurs on dénonce? Jean-Marc Ayrault a sifflé la fin de la récréation hier soir avant de s'afficher avec sa ministre ce matin même. Mais personne n'est dupe au Parti socialiste comme chez les écologistes. Alice Malbert avec Alexis Fischer et Guillaume Biron. Fin de la polémique. Malgré l'opposition d'Europe Écologie Les Verts au traité européen, Cécile Duflot reste au gouvernement. Ma réponse, elle est très simple. Tant que je suis utile à mon travail de ministre, utile à cette majorité, et tant que le travail que mène ce gouvernement, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, est bon pour notre pays, alors ma place, elle est au sein de ce gouvernement. Pas très clair, la ministre écolo, qui affirme assumer la solidarité gouvernementale tout en respectant la décision de son parti, sans pour autant se prononcer sur le traité européen. Qu'importe, elle obtient en prime le soutien de Jean-Marc Ayrault. Je travaille en confiance avec elle. Et ce qu'elle fait, c'est l'intitulé de son ministère, l'égalité des territoires et le logement. Et elle le fait dans une équipe gouvernementale que je dirige, dont elle est solidaire. Est-ce que je vais lui demander de ne plus être membre du Parti écologiste et des Verts, de devenir socialiste? Non. Et elle ne me demande pas non plus d'adhérer à son parti. Le Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts aura déclenché un véritable feuilleton politique. Qui est contre ce texte? Dimanche, dès le lendemain du vote, c'est une figure de proue du parti qui claque la porte jusqu'à nouvel ordre. Si on dit que ce traité est nuisible parce que c'est la dictature de l'austérité en Europe, donc en France aussi, et après on s'apprête à voter le budget français, on est dans la folie. C'est-à-dire que le traité impose de l'austérité et le budget, on va le voter parce qu'on est dans le gouvernement. On veut le beurre, l'argent du beurre et les beaux yeux de la fermière. Ça ne marche pas. Le coup d'éclat de Dany aura donné le ton. L'ambiance est électrique au sein de ELV. Mais devant les caméras, on dédramatise. Pour le chef de file des députés verts, le traité n'a pas le pouvoir de remettre en cause l'accord passé avec le PS. Nous avons pris la peine de faire un accord politique entre socialistes et écologistes. Cet accord, il est totalement transparent et public. Dieu sait s'il a été à ce moment-là parfois brocardé. C'est une feuille de route. Le traité n'en faisait pas partie. Et c'est normal. Le traité était un héritage de l'ère Sarkozy. Il a été négocié par un président de droite, avec un gouvernement de droite et une majorité de droite au Parlement. Pour le président des Verts au Sénat, l'époque des parlementaires Godillot est révolue. Il affiche même son scepticisme sur les objectifs budgétaires fixés par François Hollande. Au moment du collectif budgétaire, parce que justement, comme j'y crois pas, je pense qu'il y aura un collectif budgétaire qui rectifiera le budget de la France, et puis y compris dans la négociation à venir avec Madame Merkel jusqu'à septembre prochain, où il y a la date des élections législatives allemandes. Voilà, le combat continue pour un quinquennat à gauche, écologiste et démocratique.
À droite, on regarde ironiquement ce qui pourrait bien être la chronique d'un divorce annoncé entre les Verts et les socialistes. Le flou autour du traité ne serait qu'un avant-goût des nombreux désaccords à venir. Il y a 6 mois, pendant la campagne présidentielle, nous n'avons pas cessé de dénoncer l'accord électoral Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste. François Hollande s'en est en partie affranchi sur le nucléaire, pas totalement, mais ce texte qui est la base d'un programme de gouvernement entre les Verts et le PS est inapplicable. L'UMP soutiendra le texte signé par Nicolas Sarkozy en mars dernier. Le traité européen sera donc adopté grâce à la droite. Certains parlementaires de la majorité en profitent pour voter contre. À la tête du groupe PS à l'Assemblée, on appelle les siens à plus de cohérence. Je souhaite, quand j'entends un responsable des Verts dire « nous on va voter contre, on appelle à voter contre parce qu'on sait qu'il sera ratifié ». Mais enfin, est-ce que c'est une façon de faire de la politique? Est-ce qu'il faudrait que la droite annonce demain qu'elle ne vote pas le texte pour que la gauche prenne ses responsabilités? Moi, ce que je demande, c'est le soutien au président de la République. Et il est en droit d'attendre le soutien de toute sa majorité. La non-renégociation, pourtant promise par François Hollande, divise au sein même du PS. Le pacte de croissance ajouté au traité par le chef de l'État est jugé insuffisant par une vingtaine de parlementaires socialistes. Le bureau politique du PS est en ce moment même en train de voter pour arrêter la position officielle du parti. Alors, première question de téléspectateurs, comment se maintenir au gouvernement lorsque son parti n'est pas solidaire? C'est l'équation du moment, Nathalie Saint-Cricq? Oui, c'est l'équation du moment. Et puis, Cécile Duflot a tenté d'y répondre en faisant des acrobaties. Alors, on a parlé de double salto arrière, je ne sais pas, comment être dedans. Il y avait une expression ce matin, en parodie, en reprenant ce qu'il y avait en 36, c'est-à-dire le soutien sans participation, en parlant de la participation sans le soutien. On peut gloser, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est totalement incohérent. On peut dire qu'il y a le traité, qu'il y a la loi organique, qu'il y a le budget, mais au finish, ils sont contre. Et ils sont quand même dans le gouvernement. Et honnêtement, je vois Jean-Marc Ayrault a beau essayer de flatter Cécile Duflot, Bruno Le Roux de dire « Ah, c'est pas bien, il faudrait soutenir le président de la République », au finish, ils ne le soutiennent pas. Et effectivement, comme vous le disiez dans le reportage, à mon avis, il y a un certain nombre de semaines, voire de mois, qui vont être assez difficiles à cause des écologistes et à cause aussi d'une partie du Parti Socialiste qui campe sur une espèce de position gauchiste, entre guillemets, alors que Jean-Marc Ayrault fait une politique qui ressemble pas mal à de la social-démocratie. Mais c'est le début d'une faille. Enfin, on peut pas prédire. Elle était préexistante, la faille. C'est-à-dire quand il y a eu l'accord qui a été fait entre Martine Aubry, qui n'a d'ailleurs pas spécialement rendu service à François Hollande, il y avait déjà la faille. On a fait un énorme cadeau aux écologistes qui finalement n'ont pas apporté grand-chose au vu du score à la présidentielle. Donc ils ont eu des circonscriptions, ils ont eu beaucoup de facilité. Et puis maintenant, ils restent ce qu'ils sont. Ce que Daniel Cohn-Bendit dénonce assez régulièrement, c'est-à-dire qu'ils jouent leur jeu, un jeu qui est finalement assez politicien, presque plus politicien que idéologique avec des grands principes. Et ça va être une épine qui durera, à mon avis, un certain temps. Mais il ne peut pas changer de majorité pour l'instant. Vous êtes quand même en train de nous dire que cette majorité a fait un énorme cadeau aux écologistes et qu'ils sont en train de... Alors, on va dire, la future mariée était très jolie au printemps. On l'a beaucoup gâtée, on l'entoure de beaucoup de faveurs et depuis, elle est absolument insupportable. La conférence environnementale, c'était pas pour faire plaisir aux écologistes, mais on pouvait Je ne parle pas de Cécile Duflot, c'est une image. Non, je n'accepterai pas de choses pareilles. Non, simplement, ils se comportent comme des enfants gâtés. Alors, dans enfants, il y a enfants, c'est-à-dire une espèce peut-être que je vais un peu loin, mais quelque chose d'assez irresponsable face à la situation. Moi, j'ai trouvé Cécile Duflot intéressante hier soir, assez joyeuse et prime sautière, avec un léger décalage par rapport à la gravité de la situation, et puis un peu gâtée, parce que finalement, ils sont dedans, dehors quand ça les arrange, dedans quand ça les arrange aussi, et que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à tenir d'abord et à justifier ensuite. Vous qui avez décidé de ne pas participer, qu'est-ce que vous pensez de l'état de cette majorité? D'abord, il est évident qu'il y a une incohérence. Parce qu'en revanche, il y a une cohérence entre le TSCG et le projet de budget de la France. Quand François Hollande s'engage à atteindre les 3% en 2013 et à terme, à moyen terme, l'objectif de l'équilibre budgétaire, il le fait pourquoi? En cohérence avec son engagement de respecter, de faire ratifier le TSCG. Quand il met en place un haut conseil pour vérifier effectivement que les hypothèses budgétaires sont bonnes, etc., enfin pour suivre le processus budgétaire, il le fait en application du TSCG. Alors moi, évidemment, je me réjouis que des écologistes réunis en conclave s'aperçoivent qu'en effet, ce traité est dangereux et disent qu'ils sont contre.
Mais je dis très bien, continuez, allez au bout de la logique. Vous avez raison d'être contre, et être contre ce traité, ça veut dire qu'on est contre la logique austéritaire, la marche forcée vers l'équilibre budgétaire. Donc on doit être contre la marche forcée vers l'équilibre budgétaire qui est inscrit dans le programme de François Hollande. Donc la cohérence implique en effet de ne pas participer à ce gouvernement. Nathalie Sacré, vous vouliez ajouter? Non, je voulais juste simplement dire, il y a un autre élément, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il est relativement clair, il n'est pas dans la majorité, il a toujours dit un certain nombre de choses. On assiste, alors je ne vais pas employer un mot qui est la mélenchonisation des esprits, parce que je ne sais pas si le mot serait juste, mais il y a quand même, on se demande quand on voit Eva Joly, quand on entend Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression finalement qu'il y a une espèce de toute partie de cette partie des Verts qui rejoint de plus en plus Jean-Luc Mélenchon pour faire une opposition bien solide au gouvernement Ayrault. Mais alors du coup, Cécile Duflot, elle est là pour combien de temps? Attendez, moi je lis pas. D'abord, je lis pas dans le mar de café. Ensuite, on va voir comment. Mais le départ est inscrit, c'est ça finalement le sens de la question. Je ne sais pas si le départ est inscrit. On peut simplement imaginer que vu la nature de ce que veut faire Jean-Marc Ayrault, la nature, quand je parlais de social-démocratie, s'il veut faire quelque chose à l'allemande, si c'est son modèle, il n'a pas la majorité qui correspond à ça. C'est une intuition, c'est-à-dire que on ne peut pas, quand on entend le discours des Verts, ça ne correspond pas à ce que peut annoncer François Hollande, y compris à la feuille de route, à l'agenda, c'est-à-dire les 2 ans difficiles où on fait un certain nombre de réformes avant d'avoir la période, si j'ose dire, un peu plus joyeuse après. Donc il n'a pas une majorité derrière lui qui est forcément prête à le soutenir pour que ces réformes difficiles soient faites. Comment vous percevez et vivez ça, vous, justement, cette crise gouvernementale au sein d'une crise européenne? Au passage, le texte qu'il s'agit de ratifier n'est pas... Alors c'est très politique de dire que c'est un texte Nicolas Sarkozy-Merkel. C'est un texte européen. Tous les textes européens sont des compromis entre les gouvernements qui existent. C'est un texte européen, c'est pas un texte allemand, c'est pas un texte français. Alors certains peuvent regretter que ce soit pas un texte français signé par tous les Européens, mais ça, nous n'y arrivons pas. C'est un texte européen, c'est la première chose. Ensuite, les Verts allemands approuvent cette démarche, ce texte. Donc c'est une position des écologistes français. Pas des écologistes en général, des écologistes français, dont certains d'ailleurs se plaignent de ne pas trouver le mot croissance dans le traité. Il y est d'ailleurs, mais ils ne le trouvent pas. Il y a même croissance durable, mais ils ne le trouvent pas assez répété. Pas tous, c'est d'ailleurs pour ça que non, mais ce qui est étonnant, Daniel Cohn-Bendit s'est mis... oui, les écologistes n'ont pas toujours dit, même Yves Cochet par exemple regrette qu'il n'y ait pas plus souvent le mot croissance, et lui-même était plutôt pour la décroissance. Donc on a un peu de mal à comprendre leur idéologie. Mais sur le fond, je crois que c'est ce que dit Jacques Schneider, ils peuvent tout à fait s'opposer au texte. C'est quand même, c'est un texte très important qui va avoir des effets sur l'ensemble de la politique publique menée par ce gouvernement pour longtemps. Donc, s'ils disent non à ce texte, il faut qu'ils quittent et le gouvernement et la majorité. On ne peut pas. C'est pas un texte comme un autre. C'est pas un texte par ailleurs. C'est un texte qui va générer toute une série de décisions extrêmement importantes et sur la durée, bien sûr sur l'ensemble du quinquennat, mais même au-delà. Il est de leur part possible qu'ils s'y opposent. Ça, c'est tout à fait recevable. Heureusement que c'est recevable. Bon, la conséquence, c'est indiscutablement de quitter le gouvernement et même la majorité, parce que c'est un texte qui est générateur de toute une série de politiques publiques. Si on regarde ce qui se passe en Europe pour les ratifications de ce traité, n'est-ce pas, sur l'élaboration, les débats qu'il peut y avoir, on constate qu'aujourd'hui, il y a 13 ratifications, dont 9 des États membres de la zone euro. Vous savez que le traité s'applique quand 12 États membres de la zone euro l'ont ratifié, et que dans pratiquement toutes les grandes démocraties comparables à la nôtre, les grandes formations démocratiques l'ont toutes voté. Et donc, moi, je pense que ce psychodrame au sein de la majorité affaiblit le gouvernement en Europe et affaiblit la France en Europe. Car c'est un raté, c'est une marche ratée, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, ni en Allemagne ni ailleurs, d'autant plus que les socialistes français longtemps ont été en marge des socialistes européens et aujourd'hui on sent bien qu'ils rejoignent la social-démocratie européenne. Et donc de ce point de vue européen, c'est totalement incompréhensible. Et quand un grand quotidien du soir dit irresponsable, je pense que sur le plan européen, c'est irresponsable. Parlons-en, puisque hier Le Monde suggérait que les ministres devaient démissionner. C'est le fond de votre pensée à vous aussi? Moi, je crois que pour la clarté de la position diplomatique française au sein de l'Union européenne, il faut qu'il y ait une ligne claire. Sinon, la France va se retrouver marginalisée plus vite, hélas, qu'on ne le croit. Elle peut se retrouver attaquée si elle n'est pas clairement solidaire
du président de la République, qui d'ailleurs, avec Mme Merkel, a Pardonnez-moi, ce qui compte, c'est le vote solennel qui va avoir lieu à l'Assemblée. Je vous ai annoncé un vote à main levée tout à l'heure, je vous ai dit une énorme bêtise, c'est bien un vote solennel et non un vote à main levée, excusez-moi. Mais voilà, alors après, il est normal, nous, qu'on s'intéresse à ce qui se passe au sein de l'équipe gouvernementale, mais au fil de l'histoire de l'Europe et de ce qui va se jouer... Comparons avec Joschka Fischer, qui vient peut-être d'eau encore plus tumultueuse, n'est-ce pas, qui était le leader écologiste allemand avant de devenir le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, et qui a fait plus que mettre de l'eau dans son vin. Il a pris en compte les réalités européennes pour y participer, les orienter. C'est devenu aujourd'hui un des plus farouches partisans de ces avancées européennes. Et donc, je pense que c'est un parti écologique moderne. D'ailleurs, il est beaucoup plus puissant en Allemagne. Parce que quand on vous écoute, les partis écologistes modernes sont les partis écologistes qui, en gros, renoncent à une partie de leur conviction de départ, qui font qu'on commence par les trouver sympathiques avant qu'ils finissent par nous agacer, si je puis dire. Mais Non, agacer, ça, ils agacent tout le monde, et pas seulement moi. Hein. Je crois que les Français leur ont donné 2% des voix au présidentiel. Je pense seulement que sur le plan européen, c'est une particularité française qui ne renforce pas la position de notre pays. Jacques Généreux. Par parenthèse, mais très rapidement, c'est pas le fait que le traité soit ratifié ou pas ratifié qui affaiblit ou renforce la France et l'Europe. Ce qui est important, c'est de savoir si c'est un bon traité. Un bon traité peut renforcer l'Europe, et un mauvais traité l'enfoncer dans la logique de déclin dans laquelle elle est. Donc, c'est pas ça l'argument fondamental. Et je pense qu'il y a un argument fondamental, évidemment, pour les écologistes, dont ils prennent évidemment la mesure maintenant qu'ils sont au pouvoir et qu'ils ne sont plus dans la logique d'avant, qui était une logique bassement politicienne, de marketing politique, comment trouver le meilleur arrangement avec le PS pour avoir le maximum de députés. Quand ils sont confrontés à la réalité, ils peuvent s'apercevoir aussi sur le fond, et ça remonte de la base de tous les vrais écologistes, qui est que le traité est incompatible avec la transition écologique qui est nécessaire dans les années qui viennent. Car, on y viendra tout à l'heure sur le fond, notamment de la fameuse règle d'or, c'est que pour assurer les investissements massifs qui sont nécessaires en Europe, pour assurer cette transition écologique, nous avons besoin d'un déficit structurel considérable. Et donc, quand on écrit dans un traité qu'on ne pourra plus avoir quasiment de déficit structurel, c'est-à-dire de déficit hors des déficits conjoncturels, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus avoir la capacité de dépenser plus que l'on a chaque année, c'est-à-dire de s'endetter pour investir, justement, eh bien, on écrit noir sur blanc que tout ce qui est nécessaire pour la reconversion écologique, eh bien, on interdit aux États d'avoir les moyens de le faire. Je ne devrais pas faire ça avant de lancer le reportage, mais quand même, alors, du coup, vous me tendez une perche. Mais vous ne trouvez pas qu'on en a assez comme ça de déficit, plutôt que de devoir s'autoriser à pouvoir en faire encore plus? Ce qui compte, là, c'est l'économiste qui parle, oui. C'est pas le montant d'un déficit. C'est prévu pour vous, pour moi, pour une entreprise et pour un État, c'est sa nature. C'est-à-dire que si vous vous endettez pour acheter un appartement, c'est pas grave. Vous avez l'appartement. D'ailleurs, si un jour vous avez des difficultés, je suis riche de mes dettes, puisqu'un jour je serai toujours revendre l'appartement. C'est ce que me dit toujours mon banquier, d'ailleurs. Donc vous créez une richesse. Là, je suis en plein accord avec ce que disait Jean-Dominique Giuliani tout à l'heure, c'est que on ne peut pas accepter que durablement des États s'endettent pour financer la dépense du jour, la dépense courante, etc. Ce qui malheureusement a tendu dans un certain nombre de pays à devenir le cas. Mais ce n'est pas ce que condamne le traité, car en condamnant le déficit structurel, il condamne aussi l'endettement pour l'investissement. C'est-à-dire qu'il dit qu'en temps normal, c'est hors des crises conjoncturelles, des circonstances exceptionnelles, en temps normal, quand tout va bien, eh bien on ne doit quasiment pas dépenser plus que ce qu'on gagne dans l'année. Et ça, c'est une ânerie économique et ça condamne l'investissement. Si on disait ça aux entreprises privées, on leur disait, écoutez, en temps normal, vous ne devez pas dépenser plus que ce que vous gagnez dans l'année. Eh ben, il n'y aurait plus d'économie moderne, on retourne au Moyen-Âge. Heureusement que les entreprises, le secteur privé est en déficit permanent et qu'il investit. Juste revenir à un niveau raisonnable, puisque c'est ce qui a en partie déclenché la crise. Pas du tout. Alors, pardon. Pardon. La crise n'a pas été déclenchée. Non, mais attendez, les subprimes, c'est des gars trop endettés qui balancent leur saloperie à tout le monde. Mais de quelle dette on parle? On parle de la dette privée, du capitalisme financier, on parle de la spéculation privée. On vit dedans, Jacques Généreux. Bien sûr. Et donc là, oui, d'accord. Même si on l'a pas voulu. Oui, hein, mais attendez, le traité ne prévoit pas de réguler la finance et d'interdire les produits financiers toxiques. Donc la crise, je termine d'un mot, Dominique, si tu permets, mais très très court, parce qu'il faut détruire cette idée. La crise dans laquelle nous sommes est devenue une crise des finances publiques. Elle ne vient pas des finances publiques. La crise vient d'abord de la crise économique mondiale qui a été déclenchée par la crise de la finance privée. Jusqu'ici, on est d'accord. Voilà. Et donc, dans les déficits excessifs que nous avons aujourd'hui, il y en a au moins une moitié qui vient uniquement de la crise économique déclenchée par ces dérèglements
du libre-échange, de la libre circulation des capitaux et de la finance spéculative. Et il y en a une autre moitié qui vient, alors en partie de comportements inconsidérés de gouvernements qui ont dépensé n'importe quoi, c'est vrai, mais pour une bonne part aussi du fait qu'on a structurellement aggravé notre déficit, non pas pour financer des investissements, mais pour réduire les impôts sur les riches et sur les revenus du capital, les niches fiscales, les exonérations sociales, etc. Alors il faut s'attaquer à ça. Alors, je sais que vous voulez réagir. On va regarder... Non, mais c'est normal. D'ailleurs, vous êtes là pour ça. On va regarder le second reportage de cette émission. Je vous donne la parole ensuite. TSCG, autrement dit, traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de la zone euro. On peut parler en quelque sorte de boîte à outils qui aurait pour objectif de permettre à l'Europe de sortir de la crise monétaire, même si certains le contestent. La règle des 3% de déficit est réaffirmée avec un mécanisme de correction automatique. Une règle en plaqué or et non vraiment en or massif en ce qui concerne la France, puisqu'il s'agira d'une loi organique et non d'une modification de la Constitution. Lise Barcellini et Alexis Fischer. Sorti du Conseil des ministres la semaine dernière, le traité budgétaire européen vient d'y être examiné. Le texte sera soumis au vote du Parlement à partir du 2 octobre. Et depuis des semaines, le gouvernement fait des efforts de pédagogie, histoire de faire passer la pilule de la rigueur budgétaire. La France s'est engagée dans la voie de la maîtrise de ses comptes publics. Certains veulent faire croire que c'est le traité qui nous l'impose. Non, ce sont les engagements du président de la République pendant la campagne des élections présidentielles que le gouvernement met en œuvre, qui fera l'objet d'ailleurs de l'adoption d'un projet de loi de finances vendredi de la semaine prochaine et qui mettra la France dans la situation de maîtriser ses comptes publics en restant dans les 3% de déficit. Ce n'est pas le traité qui nous l'impose, c'est une décision que nous prenons pour défendre nos propres intérêts. Le gouvernement vise donc les 3% de déficit l'année prochaine et l'équilibre des comptes publics dès 2017. De quoi être rapidement en adéquation avec la règle d'or contenue dans le pacte budgétaire européen. Par rapport à Maastricht, cette règle est quelque peu, un tout petit peu plus souple dans la mesure où, en période de crise, on pourra dépasser très largement les 3%. Alors il s'avère qu'avec Maastricht, on n'avait pas le droit de le faire, mais on l'a fait. Donc on a assoupli la règle au moment de la crise financière. Là, on met bien dans le texte qu'en période de crise, on peut avoir des déficits qui dépassent les 5-6%, pourquoi pas, pourvu que ce déficit structurel ne dépasse pas les 0,5. Mais alors cette règle d'or, imposée au niveau européen, est-elle une bonne chose pour l'économie française? Condamne-t-elle le pays à une austérité à perpétuité? Ce traité ne va pas plomber l'économie française plus que l'engagement du gouvernement actuel à respecter ces réductions de déficit à 3% en 2013 et à 0 en 2016. Donc de ce point de vue-là, ça ne va pas changer grand-chose pour la conjoncture française au cours des 5 prochaines années. À plus long terme, au-delà de ces 5 ans, ça acte le fait qu'il va falloir quelque part réduire la part des investissements publics dans le PIB. Et là, de ce point de vue-là, on peut penser que l'investissement public est un moteur de croissance et on va se priver d'un des moteurs de croissance. Une orientation à long terme qui déplaît à gauche. C'est que le traité européen a été négocié l'hiver dernier par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Pendant la campagne, le candidat Hollande n'a eu de cesse de le critiquer, mais une fois devenu président, il n'a pas réussi à le faire renégocier. Seule modification, l'ajout d'une annexe au traité, un volet croissance de 120 milliards d'euros. 120 milliards d'euros, ça représente 1% de la production de la zone euro et une partie des 120 milliards avait déjà été entérinée dans des sommets précédents. Donc c'est une façon politique de faire avaler la pilule à François Hollande qui avait été assez remonté contre le traité. En cas de déficit excessif dans l'un des États membres, le traité européen prévoit un mécanisme de sanction automatique. Reste que la règle d'or n'est pas inscrite dans la Constitution française, mais dans une loi organique, de facto moins contraignante. On a une formidable question et je compte sur vous pour essayer d'y répondre le plus clairement possible. Que change ce traité pour l'ouvrier, l'employé et le retraité? Alors, selon ce qu'il veut.
Non, mais c'est... Coup de massue. Oui, je sais, c'est jamais facile. Non, c'est pas ça. C'est qu'en même temps, je cherchais les moyens de répondre à Jacques Généreux parce que vous m'aviez promis. Ça, c'est plus difficile. Vous passez par l'ouvrier, l'employé, le retraité, puis après vous répondrez à Jacques Généreux. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. C'est quand même... écoutez, c'est quand même une façon de répondre à la question. Qu'est-ce que ça change dans notre vie? L'excellente question. Exactement ça. Aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs dettes. Il y a dette privée, mais il y a dette publique aussi. La France a une dette publique, 1700 milliards d'euros. Le total de la dette publique de la zone euro, c'est quasiment 30 000 milliards d'euros. 30 000 milliards d'euros. C'est la moitié de la dette publique mondiale. C'est de la dette publique. Ce sont les États qui dépensent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on emprunte de l'argent pour payer les retraites. Je ne parle pas de... on prête de l'argent entre Européens pour verser les retraites. Donc, si nous arrivons à assainir les comptes, on peut garantir le revenu des retraités. Ça, c'est une réponse à une catégorie qui était interrogée par le téléspectateur. Maintenant, Jacques Généreux a raison. Il ne faut pas que ces dispositifs empêchent les puissances publiques d'investir là où, à la différence d'une pension que l'on doit verser parce qu'il faut bien, ou même pour payer des fonctionnaires. On emprunte aussi pour payer des fonctionnaires. Est-ce qu'on sait ça? Beaucoup de pays de l'Union européenne le font et la France le fait aussi. On doit pouvoir investir pour créer de la richesse, créer de l'emploi ou maintenir l'emploi quand il existe. Là, ce sont les ouvriers ou les employés. La France peut le faire. Elle n'est pas empêchée de le faire dès lors que ses finances sont restaurées, et l'Europe peut le faire. Ce qu'il faut aussi concevoir aujourd'hui, c'est la possibilité, et c'est ce qu'il faut mettre en avant, et ce traité nous y conduit, c'est la possibilité de développer à l'échelle de l'Union une puissance publique supplémentaire, qui est l'Union européenne, et qui peut développer avec des moyens beaucoup plus importants de grands projets d'investissement, y compris pour la reconversion de nos économies au post-carbone, ce qui suppose beaucoup d'argent, et qu'il est impossible de faire dès lors que nous sommes endettés. Donc nous avons besoin de faire en réalité disparaître une mauvaise dette qui nous sert à payer les pensions qu'il faut bien payer, on ne va pas laisser les retraités sans verser les pensions, ou bien des fonctionnaires qu'il faut bien aussi rémunérer dès lors qu'ils sont employés, mais il faut résorber ceci pour avoir une capacité à s'endetter sur des investissements stratégiques. Donc là, vous venez de nous dire, ça sert d'abord à se désendetter. Oui, et à faire baisser l'ouvrier. Moi, je veux bien qu'on dise... Oui, voilà. Le coût de la dette. Mais pour l'ouvrier... Je vous laisse terminer. Aujourd'hui, nous avons un coût de la dette qui, chaque année, représente à peu près entre 46 et 50 milliards d'euros, selon les taux d'intérêt. C'est absolument considérable. Les personnes qui nous écoutent se rendent bien compte que, en gros, 50 milliards d'euros par an payés, non pas pour rembourser, mais uniquement pour verser les intérêts de la dette, en fait, pour enrichir ceux qui nous prêtent de l'argent. On prend l'impôt dans la poche du contribuable français modeste, et avec ça, on donne 50 milliards, c'est plus que l'impôt sur le revenu. On donne 50 milliards, tout l'impôt sur le revenu, pour payer les intérêts de notre dette publique. Ça n'est pas possible. Avant de faire réagir Jean-Dominique Giuliani, on sait ce que ça coûte par Français? Ce que vous venez de nous décrire? Par tête de pipe, si je puis dire. Il faudrait diviser 50 milliards par 60 millions. Bon, ils vont nous le faire en régie. Voilà. Ils ont fait des écoles. 20 à 30 000 euros par... 20 à 30 000 euros? Entre 20 et 30 000 euros par Français. Oui. Par Français. Ça, je sais pas. Que change ce traité pour l'ouvrier, l'employé et le retraité? Écoutez, on sort d'une campagne électorale. Donc la situation, les ouvriers et les retraités la voient bien sur le terrain. Elle est de plus en plus difficile, avec les fermetures d'usines, avec les restructurations et les difficultés, et même les finances publiques qui sont exsangues. Donc moi j'en veux beaucoup à la classe politique, quelle que soit sa tendance, de ne pas dire la vérité. Ce traité, c'est la condition qu'il y a une sortie de crise possible. C'est la condition préalable. Il n'y aura pas de sortie de crise possible à l'américaine, en imprimant de la monnaie ou en dépensant plus. Il ne peut y avoir qu'une remise à jour des comptes publics, montrer l'exemple, pour pouvoir avoir une chance de repartir et d'arrêter la désindustrialisation et les délocalisations. Sans cela, ça va s'accélérer. Et c'est la raison pour laquelle ce gouvernement, comme le précédent, vont conduire la même politique. C'est une politique qu'on dit de rigueur ou d'austérité, mais qui n'est pas l'austérité. En France, nous ne connaissons pas l'austérité aujourd'hui. On la connaît en Grèce, on la connaît en Espagne ou au Portugal, nous ne la connaissons pas encore. Et moi, je l'annonce, je dis qu'on va être obligé de faire l'austérité, pas pour le plaisir, tout simplement pour pouvoir relancer une dynamique économique dans une compétition de plus en plus farouche, dans laquelle nous n'avons aucune chance de continuer en nous endettant. Et vous verrez bien que d'ici la fin de l'année, avec les règles qu'ils ont posées, les Américains vont avoir des problèmes avec leurs dettes.
Ils ont même fixé la date au 31 décembre. Au 31 décembre, ils se sont mis d'accord pour réduire automatiquement de 300 milliards de dollars le budget fédéral, parce qu'ils ne peuvent plus, ils en sont à plus de 15 000 milliards de dettes. Et donc ce traité, pour le français, pour tous les Français, c'est la condition qu'il y a une sortie de crise possible. Ça ne veut pas dire que nous allons sortir tout de suite de la crise. Il faut poursuivre nos efforts pendant un certain temps pour remettre, assainir notre économie. Et à ce moment-là, nous gagnons une capacité d'investissement, de croissance qui permet donc de recréer des emplois. C'est d'abord des difficultés, de la souffrance et des efforts. Oui, et il faut le dire. Quoi, pour sauver le système qui lui-même est imparfait? Il est imparfait, mais si vous le comparez aux autres, il est moins pire, n'est-ce pas? Parce que ça reste un système solidaire, ça reste un système où nous sommes d'accord pour payer pour les plus pauvres, pour ceux qui sont restés sur le côté. C'est pas du tout le cas aux États-Unis, où vous avez 2 millions de foyers qui n'ont même plus de logement aujourd'hui. Et je passe sur les petits Chinois ou les Africains qui n'ont même pas de sécurité sociale, etc. Nous l'avons. Si nous voulons sauver ce système, il faut à un moment ou à un autre être raisonnable. Nous aurions dû l'être depuis longtemps. Et là, ce traité permet de l'être en solidarité avec les autres Européens, y compris ceux qui ont fait un peu le boulot, comme les Allemands, ou qui se conduisent mieux. Eh bien, il faut passer par là. Et il faut reconnaître qu'on va passer par là. Et je donne mon billet qu'après cette ratification, vous aurez les plus hautes autorités de ce pays qui vont s'adresser comme ça aux Français. Et à mon avis, les Français sont prêts à entendre ça. Ils sont prêts à se retrousser les manches s'il y a une sortie de crise et pas faire la rigueur pour la rigueur. Ça, je suis d'accord. 50 milliards par 60 millions, ils viennent de me souffler en régie, ça fait 833. Ah oui, Ça, parce que ça, ce sont les intérêts. Hein. Ah, oui, c'est pas la dette. Hein. Ah non, moi je pensais de la dette. La dette, c'est 1700 milliards. Là, c'est les intérêts de la dette. Hein. Jacques Généreux. Donc ceci a été rectifié parce que j'allais rassurer les auditeurs et téléspectateurs terrorisés par ce qu'ils venaient d'entendre. Évidemment pas à dessein. Les auditeurs soit ils sont non-voyants, soit c'est déjà la crise et on leur a coupé l'image. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quelles les conséquences directes et immédiates pour corriger d'ailleurs en partie ce qu'on a entendu? Ils viennent de nous dire très courtoisement, on va en prendre plein la gueule pour sauver la boutique. Si on applique le traité, parce qu'on peut signer un traité puis qu'on le ratifie, mais surtout pour ne pas appliquer ce qu'il y a dedans. Il est dit que au plus tard, 1 an après la ratification, et par au moins 12 pays dans la zone euro, on doit notamment appliquer la règle d'or. Et tous les pays qui ont un écart important, c'est le cas de la France, le déficit structurel de la France l'année dernière, il était de 3,9%. Donc on est loin des 0,5%, il y a un écart important, il faut mettre en œuvre automatiquement et immédiatement un mécanisme de correction pour corriger ça le plus rapidement possible et François Hollande s'engage à le faire en 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 3,5 points de PIB dans le cas de la France, c'est-à-dire 70 milliards d'euros d'efforts, de rigueur supplémentaire pour atteindre cet objectif. Ça commence tout de suite, dans 1 an. Autre chose, dans le traité, la question de la dette publique. On a rajouté le fait que pour les États qui ont un taux d'endettement public supérieur à 60% du PIB, la France est à 87%, quelque chose comme ça, eh bien, ils doivent automatiquement mettre en place, là aussi, un programme de correction de 1/20 par an, c'est-à-dire 5 points de PIB par an. 5 points de PIB de la dette française, ça fait 90 milliards par an d'efforts supplémentaires. Donc, en ratifiant, on s'engage à ce que d'ici 1 an, on soit engagé dans un processus effectivement de rigueur budgétaire à cette hauteur-là. Engagé. Oui, engagé. Et qui paye cette rigueur? Vous disiez pour l'ouvrier, l'employé, etc. Oui, c'était la question. Voilà. Qui paye les efforts? Eh bien, on le voit bien, il est dans le cadre actuel du fonctionnement de l'Union et en plus des gens qui nous gouvernent, il est hors de question de faire, parce qu'il y aura un moyen, nous on a le moyen. 90 milliards d'euros, c'est rien à trouver tous les ans. Vous avez 150 milliards d'euros de niche fiscale. Donc au moins 100 milliards n'ont aucune utilité économique et sociale, sont simplement des cadeaux aux plus grandes entreprises, aux titulaires de haut patrimoine, de revenus financiers, etc. Donc moi je vous les trouve. Mais évidemment, comme il est hors de question, dans la logique actuelle et la logique de compétition, de libre circulation des capitaux en Europe, on n'arrête pas de parler de la fuite des riches, etc. On a très peur de ça. Il est hors de question, évidemment, d'adopter cette solution. Donc, évidemment, l'effort va porter sur qui? Sur vous, sur moi, sur tout le monde. Donc, l'ouvrier, l'employé et les classes moyennes. Donc, première conséquence, c'est-à-dire qu'on va avoir une aggravation des politiques de rigueur. Effectivement, c'est nous tous qui allons payer. Deuxième conséquence, vous disiez, pour l'ouvrier, les salaires. Ça implique le respect de ce traité de engagement.
ça implique un blocage des salaires et même une réduction du pouvoir d'achat. Et on voit bien pourquoi le gouvernement ne peut pas augmenter plus le SMIC. Si vous augmentez plus le SMIC, comment les fonctionnaires, j'en suis un, je ne me plains pas pour mon sort personnel, qui, depuis 10 ans, ont un pouvoir d'achat qui baisse parce qu'on ne corrige plus pour l'inflation. Comment on va tolérer dans la fonction publique que si on augmente plus les salaires dans le privé via le salaire minimum, on n'augmente pas dans la fonction publique? Et vous ne pouvez pas le faire parce qu'à ce moment-là, vous faites exploser le déficit public. Donc ça veut dire blocage des salaires. C'est la réalité, on est déjà dedans. C'est pas bien de dire ça. Ça veut dire, c'est pas bien, et tu développeras des arguments pour montrer ensuite, je termine, pourquoi c'est faux. Tu sais bien que même sans la ratification, c'est hors de question d'augmenter les fonctionnaires. Même si on ne ratifie pas le traité, on n'a pas l'argent. Alors justement, c'est là qu'est l'erreur. On a l'argent, je viens de le dire. On n'a pas l'argent. Et j'en reviens justement on a une dette de 1700 milliards, c'est pas les niches fiscales. Écoute, tu as développé ton argument, je te réponds c'est pas le traité, ça. À tout ce que tu as dit. Non, mais dire les conséquences du traité. C'est pas juste. C'est plus de rigueur. C'est écrit dedans, tout le monde peut le lire. Je l'ai là sous les yeux, parce que moi je travaille sur les textes. Je dis ce qu'il y a dans le traité. Tout le monde peut le vérifier, vous pouvez le télécharger et le lire, c'est écrit. Donc c'est pas une sortie de crise, c'est pas même la perspective d'une sortie de crise, c'est la poursuite de la méthode qui a été adoptée en Grèce, par exemple, soi-disant pour la sauver, c'est celle de la rigueur et de l'austérité. On sait ce que ça produit, toujours plus de rigueur, toujours plus d'austérité. Alors juste d'un mot, puisque Dominique Régnier a pris pour exemple, c'est très frappant, par exemple, on paie 50 milliards d'euros d'intérêt chaque année sur la dette. Et effectivement, c'est épouvantable, d'autant, et on devrait faire autrement. Et donc pourquoi on ne discute pas en Europe des moyens de faire autrement? Pourquoi on paie 50 milliards d'euros d'intérêt sur la dette? Parce qu'au lieu d'emprunter, comme le font les banques aujourd'hui quasiment à taux zéro auprès de la Banque Centrale Européenne, pour ensuite aller se gaver en faisant payer très cher, le plus cher possible, les prêts qu'elles accordent aux États. Eh bien, si on pouvait emprunter directement à la Banque Centrale et lui rembourser, nous n'aurions pas ces 50 milliards d'euros d'intérêt par an. Donc il y a d'autres solutions. Alors, vous dites qu'il y a d'autres solutions et vous répondez quoi? L'un et l'autre. Non, mais enfin, moi je veux pas. Il faut pas dire des choses comme ça, Jacques Généreux. La France n'a pas les moyens à elle seule de payer davantage ses fonctionnaires, si je prends cet exemple. C'est pas l'Europe qui en empêche. Mais il faut donner des chiffres, Dominique Régnier. Jacques Généreux. Laissez-le terminer. D'abord, les gens vont télécharger le texte et ils verront que ce que vous venez de dire ne s'y trouve pas. Ça, c'est la première chose. Ils verront qu'il n'est pas question de limiter le pouvoir d'achat des fonctionnaires ou des ouvriers. Non, j'ai dit que ça, c'est une conséquence logique, c'est le blocage des salaires. Une interprétation du texte par Jacques Généreux, mais il ne faut pas dire que c'est dans le texte. Ça, c'est la première chose. J'ai pas dit que c'était dans le texte. C'était pour lever un malentendu. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas l'argent de rémunérer davantage les fonctionnaires, si je prends cet exemple. L'Europe ne nous empêche pas de faire cela. Si nous le voulons, faisons-le, décidons-le, souverainement. Qui sera contre? Ce sera une bonne nouvelle. Faisons-le, soit en ratifiant, soit sans ratifier. Nous pouvons le faire, nous en avons la liberté. Ce que nous dira l'Europe dans ce texte, c'est que si nous voulons le faire et que ça accroît le déficit, il ne faudra pas demander aux Européens de nous prêter de l'argent pour le faire. Nous pourrons le faire. Nous irons emprunter sur des marchés non européens et nous emprunterons à des taux élevés. Aujourd'hui, la France emprunte à des taux négatifs, ce qui est bizarre, mais on nous paye pour nous prêter, parce que comme on va signer le traité, ça rassure les prêteurs qui sont d'accord pour nous aider à refinancer la dette en nous prêtant à des taux négatifs, ce qui fait que c'est sans précédent. On a même des 2 milliards d'économies par rapport à ce qui était prévu pour le budget. C'est une bonne nouvelle pour le pouvoir en place. Donc ça signifie que si nous sortons de cette logique, on peut le faire, hein, il faut être cohérent. Ce que nous allons décider de faire souverainement sans les Européens, il faudra le faire avec nos bras. Rapidement, Jean-Dominique Giuliani, et dernier reportage ensuite. Sur le traité, moi je voudrais dire que les règles de discipline, elles existent depuis le début de l'euro. On s'en est affranchi en les critiquant, disant qu'elles étaient brutales, 3%, 60% d'endettement, etc. Ce traité, il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus souple et beaucoup plus démocratique. Plus intelligent parce qu'il prend en compte le déficit structurel au lieu de l'ensemble du budget de l'État, c'est-à-dire les dépenses doivent être financées par les recettes. Deuxièmement, plus souple parce qu'il y a toute une série de souplesses, article 3, paragraphe 2, je le connais par cœur, qui permettent de tenir compte des circonstances exceptionnelles, d'une grave récession économique, c'est écrit comme ça, etc. Et plus démocratique parce qu'il est voté par les parlements nationaux qui vont pouvoir en contrôler l'application. Les commissions des finances des parlements, de vos députés, vont siéger dans un
une conférence avec le Parlement européen pour regarder s'il faut changer les règles, si on est allé trop loin, si maintenant on peut relâcher un peu pour la Grèce, lui donner 2 ans. C'est comme ça qu'on va l'appliquer. Donc c'est un traité plus souple et plus intelligent. Et pendant ce temps, une nouvelle histoire d'amour du couple franco-allemand commence. 50 ans après le flirt de Gaulle-Adenauer, ce sont Angela et François qui se sont retrouvés, vous le savez, à Ludwigsburg. Le président Hollande utilise des métaphores historiques et parle de construire, de reconstruire l'Europe après la crise, comme jadis après la guerre. Angela Merkel, évidemment, approuve. En fait, tout le monde est lié, bien entendu, par ce projet de traité. Sarah Sisman. Ce couple-là n'est pas très ancien. Et déjà, il célèbre ses noces d'or. 50 ans d'amitié franco-allemande. Cela valait bien une rencontre au sommet, aux accents lyriques et populaires. Pour sceller cette longue amitié, chacun a même osé une petite surprise. Junge Damen, junge Herren, aus Deutschland, aus Frankreich, aus ganz Europa, Ihre Rolle ist es nun, dem europäischen Traum Wirklichkeit und Zukunft zu verleihen. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive la jeunesse franco-allemande, vive la jeunesse européenne. Herzlichen Dank. Voilà ce que François Hollande et Angela Merkel commémoraient. Il y a 50 ans, dans la cour de ce même château, le général de Gaulle s'adressait à la jeunesse allemande. Il l'exhortait à oublier le nazisme, à se tourner vers l'Europe. Müssen wir selbstverständlich organisieren. Das ist die Aufgabe der Regierung. Vor allem müssen wir aber ihr einen lebenden Inhalt geben. Und das ist insbesondere die Aufgabe der Jugend. Des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Alors pour sortir le continent européen de la crise, comme hier de la guerre, François Hollande demande une chose, de l'audace. Il fallait de l'audace pour croire en l'Europe, ce continent qui venait de se déchirer. Il fallait de l'audace pour transformer les ressentiments en espérance. Et cette audace a été une réussite. La réponse à la crise de l'Europe a un nom, un seul nom, l'Europe elle-même. C'est l'Europe qui vaincra la crise qui la traverse. Les sages du Conseil constitutionnel allemand ont, semble-t-il, précédé l'appel du président français. Il y a 10 jours, ils autorisaient l'adoption du mécanisme européen de stabilité. Le fonds de secours de la zone euro verra donc le jour. Un signe fort de la solidarité allemande. Mais les divergences entre les deux leaders restent nombreuses. Exemple, pour installer un mécanisme de supervision bancaire en Europe. Paris et Berlin n'ont visiblement pas le même calendrier. Je suis pour l'union bancaire. Je considère que c'est une étape très importante par rapport aux objectifs qui sont les nôtres, de stabilité, de maîtrise de la finance et des risques. Nous devons le faire par stades successifs et le plus tôt sera le mieux. Il ne sert à rien de faire à la va-vite quelque chose qui ne marche pas. Mais il ne sert à rien non plus de repousser les choses à la Saint-Glinglin. Ceux qui observent l'Europe veulent des résultats. Il faut un système de bonne qualité, détaillé, et nous verrons donc le temps qu'il faudra. Prochain rendez-vous important, le Conseil européen des 18 et 19 octobre. Il y sera question de l'union bancaire, mais aussi du sort de la Grèce et de l'Espagne. Le couple moteur de l'Europe est plus que jamais condamné à s'entendre.
On a quand même forcé des pauvres petits garçons et des pauvres petites filles à apprendre l'allemand première langue pendant des années. Vous me disiez que c'était le cas pour... Je me faisais l'écho d'une rumeur qui était que François Hollande avait fait allemand première langue. Ça ne s'entend pas. Je ne me permettrai pas de dire ce genre de choses. Mettons que lui, comme Nicolas Sarkozy, n'ont pas forcément un talent absolu pour les langues. Et alors vous me disiez que... on était stupéfait devant le général de Gaulle, semblait lire sans note, et apparemment quoi historiquement, on m'a toujours dit, il avait appris son discours par cœur. Il avait appris ses 4 discours, parce que c'est 4 discours en Allemagne par cœur. Et pour être bien sûr qu'il ne chute pas, mais il avait fait allemand première langue aussi, il avait à côté de lui un souffleur au cas où, et qui, d'après les observateurs, n'a pas servi. Un retour à une Europe plus réduite ne réglerait-il pas un certain nombre de problèmes, nous demande un téléspectateur. C'est le cas, en fait. Ce traité, c'est déjà le cas. Puisque, en réalité, ce traité crée une espèce d'Europe propre aux pays de la zone euro, 17 aujourd'hui, en les associant de façon probablement inextricable, c'est vrai, très, très forte, mais avec des règles de rigueur et de solidarité qui font apparaître un cercle européen spécifique, très intégré. Il y aura les pays... Une sorte de zone Europe, si je puis dire. En tout cas, une Europe qui va avancer beaucoup plus vite dans l'émergence d'une puissance publique commune, à côté des puissances publiques nationales. Il y aura les pays qui vont ratifier ce pacte et qui ne sont pas encore dans la zone euro. Et puis, il y aura des pays qui ne vont pas ratifier ce pacte. La Grande-Bretagne et la République tchèque. Ce sont les 2 seuls pays qui aujourd'hui ont dit qu'ils ne voulaient pas. Les autres vont ratifier le traité, seront membres ou pas de la zone euro. Il y a 17 pays de la zone euro, peut-être la Pologne bientôt, mais la Pologne n'a pas de problème de déficit, donc ce ne sera pas un pays qui posera un problème, mais plutôt qu'apportera des solutions. Que répondez-vous à la question de téléspectateur qui nous était posée? Dire que moi, ce que je crains, c'est que l'effet, plutôt, sera que devant ce qui va se passer dans les pays qui vont le ratifier, le mettre en œuvre, ce traité, eh bien, beaucoup d'autres se disent que c'est le moment de penser à faire autrement et à faire ailleurs. Donc les vraies conséquences, c'est que probablement, d'ailleurs, je le crains, on ira vers un éclatement de la zone euro, parce que on dit que Dominique Régnier vient de dire que c'est un traité qui institue la solidarité. Il n'y a rien sur la solidarité financière dans ce texte. Tout ce qui existe de solidarité financière... Pardon, je vous interromps pas, donc laissez-moi terminer mes arguments, s'il vous plaît. Ce qui existe comme solidarité financière, c'est le mécanisme européen de stabilité, c'est les prêts qui sont consentis, etc. Mais c'est quand même pas mal, non? Non, mais pardon. Conditionnel. À quelles conditions? À chaque fois, à condition qu'on l'a vu en Grèce, que vous réduisiez les retraites, que vous réduisiez les salaires des fonctionnaires, que vous mettiez en place des politiques de rigueur, et on voit le résultat, c'est-à-dire que vous vous enfonciez plus dans la récession et l'austérité. Et comprenez bien que quand Dominique Régnier dit que, par exemple, ce qui s'est tout d'un coup institué lui-même en grand économiste, je croyais politologue, et qui dit à moi, non, mais on ne peut pas augmenter les salaires, et puis après il me dit, mais on pourrait le faire. Alors, on pourrait théoriquement le faire, personne ne nous interdit. Attendons. Il faut lire, lisons les textes. Selon quel principe on peut mettre en place les programmes d'ajustement et de correction? Pas à la manière qu'on veut. À la manière qui est précisée par la Commission européenne. Or, on sait, vous pouvez sortir les textes. On sait ce que sont les recommandations de la Commission européenne. Les recommandations de la Commission européenne, c'est la baisse des coûts salariaux, c'est les facilités de licenciement, c'est pas l'augmentation des salaires. Non, mais je vous lis le texte. Quand Jean-Dominique Giuliani, juste un mot, évoque que ce traité serait plus souple au prétexte qu'on reconnaît les circonstances exceptionnelles. Effectivement, article 3, alinéa 3, paragraphe C, je l'ai sous les yeux. Les circonstances exceptionnelles, je l'ai dit, des événements graves, indépendamment de la volonté, récession économique sérieuse, etc. La dernière phrase est la partie très importante. Pour autant que l'écart temporaire de la partie contractante, c'est-à-dire l'État en déficit, ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme. Donc il est dit qu'on peut faire autrement, pour autant que ça ne remette pas en cause le respect de l'objectif de déficit structurel à moyen terme. Jean-Dominique Giuliani, réponse rapide, parce qu'il aurait dû être avocat, il mange un temps incroyable. Absolument. Mais justement, je disais, ce traité est plus démocratique parce que l'idée qui le sous-tend, c'est que nos réformes, on doit en parler ensemble et les faire ensemble. On ne doit plus faire comme la Grèce a fait, parce qu'elle a quand même commis quelques excès, l'Espagne aussi, de son côté,
tout en respectant les critères. Ce n'est pas seulement un problème de critères, de 3% ou autre, c'est de gonfler, par exemple, la bulle immobilière espagnole ou quand même la fonction publique grecque qui n'était pas maîtrisée. Donc l'idée, c'est ça, c'est de dire on va discuter ensemble et la Commission européenne, qui n'est pas un organisme élu, se trouve en quelque sorte marginalisée dans le rôle de rapporteur. Et c'est le Conseil, c'est-à-dire les représentants des ministres, qui vont parler en hommes politiques responsables. Et si demain il faut donner 2 ans de plus à la Grèce ou relâcher la discipline sur l'Espagne, on pourra le faire. Oui, en attendant, il faut aussi... Non, il termine. Jacques Généreux, s'il vous plaît. C'est pour ça que c'est un traité entre les gouvernements et pas un traité européen traditionnel. C'est un traité entre les gouvernements, et on passe sous le contrôle des parlements. Aux questions SMS. Si l'on faisait un référendum, ce traité passerait-il? Est-ce que vous trouvez qu'on a des sondages qui nous éclairent? Les sondages dubitatifs. Les sondages ne sont pas mauvais, mais c'est comme en 2005. Les sondages n'étaient pas mauvais avant le lancement de la campagne. Il y a beaucoup de raisons de penser que s'il y avait un référendum, pour des raisons différentes, comme en 2005, beaucoup de Français auraient envie de dire non, parce qu'il faut dire non à une majorité, non à une politique, non à une situation, non à une inquiétude, non pour exprimer une colère. Donc c'est très risqué. Voilà, enfin, c'est très risqué. Alors vous allez dire que c'est justement parce que c'est risqué qu'il faut le faire. J'ai bien entendu ce que vous disiez au début de l'émission. Simplement, effectivement, ça peut polariser un certain nombre de choses. Donc ça serait relativement aléatoire, je pense. C'est risqué de tenter le référendum. Non, mais c'est pas parce que c'est risqué qu'il ne faut pas le faire. Non, parce que je veux pas. J'y vais pas. C'est qu'on est dans une démocratie. On peut se dire effectivement qu'en fonction d'une campagne qui peut être étrange, le résultat, même si les sondages sont plutôt bons pour l'instant, s'il y a une campagne avance, les choses peuvent. Moi, dans l'enquête CSA que j'ai lue hier dans l'Humanité, si je vous dis pas de bêtises, j'avais l'impression qu'on était arrivé à un stade où une majorité faible de Français souhaitait qu'il y ait un référendum, mais il restait une majorité à souhaiter néanmoins que le traité soit adopté. Voilà en gros, mais on comprenait bien. Voilà, c'est exactement ce que vous venez de dire. Que risque le gouvernement si le texte est rejeté? A priori, c'est impossible. Un isolement et, je crois, une perte de confiance dans l'économie française qui se marginaliserait au sein de l'Europe, qui ne voudrait pas respecter les disciplines communes. Non, mais soyons concrets, si la France ne ratifie pas le traité, pardon Jean-Dominique, mais si la France ne ratifie pas le traité, elle va emprunter à des taux beaucoup plus élevés. Ça, c'est concret. C'est comme ça. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais ce que risque le gouvernement, c'est pas ça le problème. C'est ce que risque la France, s'il est ratifié ou pas ratifié. Alors, le fait qu'il ne soit pas ratifié, c'est ce qui peut permettre justement la renégociation que François Hollande avait promise et qu'il n'a pas engagée. C'est exactement le même chantage qu'on faisait en 2005 sur le traité constitutionnel européen. Il s'appliquera dès que 12 États l'auront ratifié. Si vous dites non, ça ne veut pas dire que c'est fini, etc. Si on dit non, si les Français disaient non, eh bien ça voudrait dire que ça oblige les partenaires à comprendre qu'il est grand temps enfin de remettre à plat un certain nombre de choses. Car n'oublions pas qu'en France, contrairement à ce que disait Dominique Régnier tout à l'heure, il y a un vrai déni de démocratie en ce sens qu'il ne faut pas faire abstraction de la situation où nous sommes. C'est que beaucoup de Français, qu'ils aient été pour ou contre d'ailleurs le traité constitutionnel, ont le sentiment qu'on les a floués, c'est-à-dire qu'on les a consultés et qu'on n'en a pas tenu compte. Et donc, il faut absolument réparer ceci parce que ça crée qu'il y a 13 pays qui ont ratifié, 13 déjà. À partir de 12, il va s'appliquer. Donc c'est déjà fait, le traité va s'appliquer. On sera dedans. Non, c'est pas sans la France. Il n'y en a que 9 de la zone euro. Attendez, j'insiste. Il en faut 12 de la zone euro. Le traité, dès lors que 12 États membres de la zone euro l'auront ratifié, c'est-à-dire dans les 2 mois qui viennent, s'appliquera sans la France. On peut se passer de la France pour appliquer ce traité. Et compte tenu des enjeux pour l'Italie, l'Espagne ou les pays en difficulté qui doivent ratifier ce traité s'ils veulent bénéficier de la solidarité, eh bien, il va l'être. Et il le sera. Et pour la première fois, c'est la première fois qu'un traité est rédigé de telle manière. Et pour la première fois, la France peut se marginaliser. À nouveau, question de politique intérieure. Comment l'UMP, Nathalie Saint-Cric, va-t-elle présenter son vote de soutien au PS, du téléspectateur, sans mettre son électorat en porte-à-faux? Écoutez, l'UMP, ils vont être clairs. Ils ont tous parlé. Jean-François Fillon a parlé, Jean-François Copé. Ils vont dire on va voter parce que c'est ce qu'on demandait. Donc au passage, ils vont être cohérents et au passage, ils vont faire une sorte de vacherie à François Hollande pour bien montrer que contrairement à ce que les socialistes racontent, il n'y a pas eu de renégociation et que c'est exactement la règle d'or de Nicolas Sarkozy et que c'était lui qui avait raison. Donc en gros, ils vont nous dire on vient voter la règle d'or Sarkozy, on vient voter la loi Sarkozy. Et après, ça va être une espèce de jeu de rôle, si j'ose dire, entre tous. Vous en rajouterez sûrement à ce moment-là. Mais ils vont être cohérents et je pense que leur électorat, qui a relativement
compris la nécessité de cette règle d'or, suivra sans trop d'état d'âme. La prochaine est aussi pour vous. Pourquoi Hollande ne fait-il pas une émission télévisée pour expliquer ce qu'est ce traité européen? Oui, ça nous remet. Quand j'étais petit garçon, François Mitterrand venait m'expliquer. Écoutez, il a fait pas mal d'émissions quand même, des émissions un peu courtes et pas spécifiquement consacrées à ce sujet-là. Je ne suis pas sûre qu'une émission... ce qui soit le mieux placé pour la faire, cette émission. Alors après qu'on puisse considérer qu'on devrait faire sur les antennes du service public une émission pour expliquer ce traité, on peut le penser. Je ne suis pas sûre que ce soit le chef de l'État qui puisse donner des détails sur ce genre de choses. Et puis alors, c'est quand même quelque chose de très passionnel parce que vous êtes économiste, donc, mais vous êtes un économiste, par exemple, quand vous parlez tous les deux, vous êtes un économiste non pas idéologisé, mais avec un point de vue quand même derrière. Vous n'êtes pas simplement un économiste. Je ne doute pas que Jean-Dominique Giuliani et Dominique Régnier aient également des points de vue. C'est pas du tout critique. C'est simplement pour dire qu'une émission qui serait faite comme ça, les Français, j'imagine, peut-être les gens qui ont... Si Hollande vient nous expliquer le traité, vous voulez dire qu'on va avoir toute une partie de la gauche qui va nous dire, vous lui filez... Ce que je veux dire, c'est qu'ici, on veut faire une vraie émission pédagogique en essayant d'être un minimum neutre, si tant est qu'on puisse être neutre sur ce genre de sujet, c'est extrêmement compliqué. Je pense que c'est pas aux politiques de la faire. Le gouvernement va présenter son budget. Celui-ci est-il en accord avec le traité européen? Oui, il est en accord, d'après ce qu'on en sait. On n'a pas encore de... C'est vendredi, ça. Mais en tout cas, toutes les déclarations du Premier ministre ou bien du ministre des Finances montrent qu'il veut être en harmonie avec les règles du traité qui est soumis à ratification. Et c'est bien le problème, puisque c'est un projet qui est en plein accord avec la logique d'austérité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une particularité quand même dans ces débats qui ont effectivement un tour politique. Mais en même temps, et Jacques Généreux le disait, et c'était la position qui importe aussi de souligner, en même temps, les formations politiques qui sont favorables à la sortie de l'euro, il n'y a que le Front National comme formation significative. Après, il peut y avoir des chevaux légers, mais c'est pas vraiment, ça ne pèse pas. Parce que nous avons une discussion, comme nous avons eu ici, avec un point commun entre tous, qui est de conserver l'euro, ce qui est quand même une nouveauté. Pourquoi écouter les écologistes qui ont fait 2,3% à la présidentielle? C'est tout le problème. Parce qu'il y a eu un accord qui a été négocié. C'est vous qui envoyez les SMS. Il y a eu un accord qui a été négocié avant qu'on sache leur score. Si on avait attendu leur score, je pense qu'ils auraient pesé moins lourd. Ça, je ne crois pas. Moi, je pense que le Parti socialiste espérait bien que les écologistes n'auraient pas un très bon score, parce que c'était quand même un peu le même électorat. Depuis le début, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont un peu liés les mains. Oui, il y avait un accord antérieur. Je parle de l'accord antérieur. Ouais. En 10 secondes, d'où vient l'argent de ceux qui nous en prêtent? Ce sont des fonds de pension, des fonds de placement qui cherchent à réaliser un bénéfice. Mais américains, chinois, de tout, y compris qataris, y compris européens. Pour ceux qui prêtent aux États, pardon, mais c'est aussi les banques. Et il vient de banques qui vont s'endetter pour rien à la Banque Centrale Européenne et ensuite gagner de l'argent sur le dos des États. Et c'est à ça qu'il faut mettre un terme. Négatif. Rediffusion à 22h20 pour ce C'est dans l'air. Merci d'y avoir participé. Merci vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 17h45.